Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez particulier, des extraits du traité sur la magie blanche. Bonjour. Oui, un texte dense. Voilà, c'est le mot. On ne parle pas de magie de spectacle, mais d'une exploration, disons, profonde de la sagesse ésotérique. Ça touche à l'âme, son voyage, la structure cachée des choses. C'est ça. C'est riche, parfois. Un peu complexe, il faut le dire. Notre but aujourd'hui, c'est d'en extraire quelques idées clés, surtout sur ce chemin d'évolution humaine que le texte décrit. Tout à fait. Ce traité, il offre vraiment un cadre, une sorte de carte pour comprendre la conscience et le développement spirituel. Ça repose sur des idées fortes, comme l'unité de tout ce qui vit, la fameuse triade, esprit, âme, matière, et l'idée que la conscience, elle évolue par l'expérience dans la forme. D'accord. Humaine, justement, le texte la présente pas seulement comme un processus physique, mais comme un vrai voyage de la conscience. Exactement. Il est question de l'ange solaire. Ça représente quoi, ça? L'âme. C'est ça, l'aspect âme individualisée, si vous voulez, le guide du parcours. Et il y a un moment clé qui est mentionné, la crise de l'individualisation. Ah oui, l'individualisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après ce texte? Alors, c'est un concept vraiment central. Selon cette vision, il y a eu un moment où l'humanité primitive, décrite un peu comme homme-animal, Plutôt instinctif, j'imagine. oui, voilà, régie par l'instinct, eh bien, cette humanité aurait reçu une sorte d'étincelle de ces anges solaires. Et cette étincelle, c'est la faculté de penser, l'autoconscience, ce que le texte appelle la mentalisation. D'accord. C'est ça qui fait la différence, qui crée l'humain. C'est l'idée, oui. La naissance de l'être humain, capable de dire « je », de réfléchir. Et l'ange solaire devient alors l'âme individuelle, le soi supérieur qui cherche à guider son reflet dans le monde, c'est-à-dire la personnalité. Donc l'âme, c'est pas juste un concept un peu flou, c'est un médiateur actif entre l'esprit, très abstrait, et la matière, le concret. Précisément, l'âme, c'est ce qui connecte les deux et qui fait naître la conscience dans la forme. Et le texte insiste sur une distinction importante. Laquelle? Entre l'âme purement animale, sensibilité, instinct, conscience de base, on en trouve des échos partout selon le texte, et l'âme humaine. Qui a cette autoconscience. Oui, et surtout le potentiel de développer une conscience de groupe, Oui. d'englober les autres. Il parle même de deux types de forces psychiques chez l'humain. Une héritée de l'animal, plus instinctive, et une autre proprement humaine qui ouvre à la pensée, à l'intuition et à cette conscience de groupe. Et le but de tout ce voyage, alors? Vers quoi l'ange solaire nous guide-t-il? Le but final, on pourrait dire, c'est que l'ange solaire, le soi, prenne vraiment le contrôle de son véhicule d'expression. Le véhicule, c'est la personnalité. Le corps, les émotions, le mental. Exactement, c'est ça, l'instrument. Oui. Physique, émotionnel, mental concret. Pour l'instant, chez la plupart d'entre nous, c'est plutôt la personnalité qui mène, avec ses désirs, ses peurs. L'évolution, c'est d'inverser ça. Que la personnalité devienne l'outil efficace de l'âme pour exprimer ses qualités. L'amour, la sagesse, la volonté spirituelle, dans ce que le texte appelle les trois mondes de l'effort humain. Sacré programme. Mais j'imagine que le chemin n'est pas tout droit. Le texte parle d'obstacles, de défis, notamment le plan astral, décrit comme un champ de bataille. C'est une image forte, ça. Pourquoi? Parce que, selon ce traité, le plan astral, c'est le domaine des émotions, des désirs bruts, des illusions, des mirages. Ah oui, C'est là que s'accumulent toutes les énergies créées par les désirs et les émotions non maîtrisées de l'humanité, collectivement, individuellement. C'est un monde de dualité forte, amour-haine, peur-courage. Ça vibre tout le temps et ça peut nous piéger facilement. un champ de bataille intérieur, en quelque sorte. C'est ça, parce que c'est là que la personnalité, le moi inférieur, est le plus puissant. Et c'est là que l'aspirant doit mener ses combats pour ne pas être submergé. On peut imaginer une sorte de brouillard émotionnel, plein de formes créées par nous-mêmes? C'est une bonne image, oui. Le texte utilise les mots illusion, la perception faussée par les émotions, et mirage, les constructions mentales basées sur le désir qui nous trompent sur le chemin. D'accord. Et c'est là qu'intervient une autre figure, assez connue dans ces domaines, le gardien du seuil. Le gardien du seuil? Ça fait un peu peur, dit comme ça. C'est quoi exactement? Une force extérieure? Pas vraiment une entité extérieure, non. C'est plutôt la somme, la personnification de toutes nos propres limitations, nos tendances inférieures accumulées. Nos peurs, nos désirs égoïstes? Exactement. Nos peurs profondes, la mort, l'échec, la souffrance, l'inconnu,
nos dépressions, nos attachements les plus forts. C'est tout ça, le gardien. Et il faut le confronter. Comment on fait ça? Confronter, ici, ça veut dire surtout reconnaître, lucidement, voir ces aspects de nous-mêmes sans jugement, mais sans se voiler la face non plus. Hmm. C'est refuser d'être gouverné par eux, comprendre que ce ne sont que des énergies mal dirigées au fond. Ce n'est pas une lutte frontale, mais plutôt une transcendance par la lumière de la conscience, par la force de l'âme. Un travail de purification, donc. Oui, et de réorientation de l'énergie. C'est ce travail, souvent difficile, qui rend compliqué le discernement, comme le souligne le texte. Le discernement entre quoi et quoi? Entre les impulsions psychiques qui viennent de cet astral agité souvent ressenti, dit le texte, au niveau du plexus solaire, et la véritable intuition, la voix silencieuse de l'âme. Elle vient de plus haut et se perçoit différemment, par le cœur ou l'esprit aligné. D'accord. Et comment on apprend à faire la différence, alors, dans ce brouillard? Le texte donne 2 outils essentiels, le discernement et le détachement. Ok. Le discernement, c'est la capacité de distinguer le vrai du faux, en gros. C'est ça. Distinguer le réel de l'irréel, la motivation égoïste de l'élan de l'âme. Ça demande une observation de soi constante, honnête. Et le détachement, c'est ne plus rien sentir? Ah non, pas l'indifférence froide. C'est plutôt la capacité de rester observateur au milieu du tumulte émotionnel. De ne pas s'identifier aux vagues de désir ou de peur. Garder un point de calme intérieur pour voir plus clair. C'est un équilibre à trouver. D'accord, je vois. Les défis sont clairs, hein, l'illusion, le gardien, la difficulté de discerner. Face à tout ça, quelles sont les méthodes concrètes que le traité propose pour avancer? Vous parliez d'outils. Oui, heureusement, le texte donne des clés. Et la méditation y tient une place absolument centrale. Mais attention, hein, pas juste pour se relaxer vite fait. Oui, ça m'intéresse de creuser un peu. La méditation, on en parle beaucoup, mais dans ce contexte précis, c'est quoi le but? Comment elle est vue? L'objectif est multiple et assez technique en fait. D'abord, il s'agit d'aligner consciemment les différents corps, physique, émotionnel, mental. Créer un canal direct avec l'âme. Faire taire le bruit intérieur, en quelque sorte. Voilà. Pour capter les impressions qui viennent d'en haut, l'intuition. Ensuite, et c'est fascinant, la méditation est vue comme la science de la construction correcte des formes pensées. Des formes pensées. Qu'est-ce que c'est? Pas juste nos pensées de tous les jours. Non, pas exactement. Une forme pensée ici, c'est une structure mentale créée volontairement, chargée d'une intention précise et vitalisée par l'énergie de la pensée et de la volonté. Comme un projet mental. Un peu comme un plan d'architecte mental, oui. Si c'est bien construit, bien focalisé, ça peut avoir un effet dans le monde réel, influencer des situations, aider les autres. La méditation apprend à maîtriser ça, à ne pas créer du chaos mental, mais des constructions claires, alignées sur le bien. D'accord. Et enfin, bien sûr, la méditation vise la maîtrise du mental lui-même, atteindre ce calme où l'esprit devient un outil précis, puissant. C'est tout un art. Et cette méditation, elle est liée à d'autres choses. Oui, de manière très forte, notamment à la notion de motif juste. Le texte insiste énormément là-dessus. Pourquoi on médite? Pourquoi on cherche à évoluer? La motivation derrière. Exactement. Le moteur doit évoluer lui aussi. On peut commencer, dit le texte, par une dévotion personnelle envers un maître, un idéal. C'est normal. Mhm. Mais ça doit mûrir, se transformer en un service impersonnel, désintéressé, orienté vers le bien de tous, de l'humanité, en accord avec ce que le traité appelle le plan divin ou le plan évolutif. Le service devient alors un outil d'évolution en soi, pas juste une conséquence. Oh oui, un outil fondamental. Le service, c'est vu comme l'expression concrète de la loi d'amour. Pas l'amour possessif, mais un amour élargi, une bienveillance active pour tous. C'est par le service qu'on développe cette fameuse conscience de groupe. D'accord. Et ce service, pour être juste, efficace, il demande une discipline de soi assez rigoureuse. La discipline. Ça recouvre quoi plus précisément? Plusieurs choses. D'abord, le contrôle des émotions. Calmer les eaux troubles de l'astral dont on parlait, pour que les formes pensées soient claires. Logique. Ensuite, le contrôle de la pensée elle-même. Rester focalisé, ne pas laisser l'esprit partir dans tous les sens ou ruminer. Et enfin, un point très important,
Le contrôle de la parole. La parole, pourquoi c'est si important? Parce que la parole, selon ce traité, est une force créatrice très puissante. Elle peut construire des prisons pour soi et les autres, ou au contraire libérer, guérir. Le texte donne des règles, observer ses pensées avant de parler, ne pas parler de soi utilement, et surtout éviter toute parole nuisible, critique, ou même juste inutile, oiseuse. Ah oui, chaque mot compte en quelque sorte. C'est l'idée. Chaque mot a un poids énergétique. Contrôle des émotions, de la pensée, de la parole, c'est une vigilance constante. C'est intéressant de voir comment tout ça, méditation, service, discipline, s'articule pour naviguer les défis dont on a parlé. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, comment le traité situe l'humanité dans le grand tableau cosmique? Alors l'humanité a une place assez unique et cruciale, celle de points médians. Un point. Selon notre niveau d'évolution, de conscience collective, ça implique une grande responsabilité. Et est-ce qu'il y a une aide, une guidance mentionnée pour ce rôle? Oui, le texte parle d'une hiérarchie planétaire, un groupe d'êtres très avancés, parfois appelés maîtres de sagesse, qui auraient fini leur évolution humaine bien avant nous. Et il nous aide? Ils veillent sur l'évolution globale de la planète, de tous les règnes, y compris nous. Ils ne dirigent pas nos affaires directement, mais ils impulsent des idées, des énergies pour guider l'évolution selon le plan. Et lié à ça, le texte annonce l'émergence, surtout à notre époque, d'un groupe intermédiaire, le nouveau groupe des serviteurs du monde. Le nouveau groupe des serviteurs du monde? C'est qui ça? Une sorte de société secrète? Non, pas une organisation formelle avec une carte de membre. C'est plutôt un réseau subjectif d'individus. Subjectif? Unis par leur orientation intérieure, ils viennent de partout, toutes nations, races, religions, domaines d'activité, sciences, politique, art. Et qu'est-ce qui les unit? Ils sont sensibles au plan évolutif, motivés par l'amour de l'humanité, le désir de servir le bien commun, et ils travaillent activement pour ça, dans leur domaine. Leur rôle, c'est de faire le lien entre les idées, les archétypes d'en haut et le monde concret. Des interprètes du plan, vous disiez. Oui, c'est ça. Ils œuvrent pour la synthèse, l'unité mondiale, les justes relations, souvent de manière discrète, sans chercher la reconnaissance. C'est leur vision commune, leur intention qui les relie. Et leur émergence serait liée à des changements importants pour nous tous? Tout à fait. Le traité fait un lien direct entre ce groupe et des découvertes scientifiques et spirituelles qui doivent transformer notre perception de la réalité, notre société. 3 sont mises en avant. Ah, lesquels? Premièrement, la libération et l'utilisation maîtrisée de l'énergie atomique. Mais pas juste pour les bombes ou l'électricité, d'une manière qui simplifierait la vie matérielle, pour libérer du temps et de l'énergie pour le développement intérieur. Intéressant de voir ça sous cet angle. Et les deux autres? La deuxième, c'est le développement de la vision éthérique. La capacité de percevoir directement les corps énergétiques subtils qui sous-tendent tout le physique. Voir l'aura, en quelque sorte, mais pour tout? Oui, le corps éthérique des humains, des animaux, des plantes, ça rendrait visible la structure énergétique du monde, ça révolutionnerait la médecine, notre compréhension de la vie, de la mort, et ça établirait la fraternité humaine sur une base visible, car on verrait l'interconnexion énergétique. Une sorte de réalité augmentée mais naturelle. Et la troisième? La troisième, c'est une compréhension et une utilisation beaucoup plus profonde du son, de la couleur, des vibrations. Comme des outils créateurs, magiques au sens premier. Utiliser les lois de l'énergie pour agir sur la matière et la conscience. Le son, surtout, est vu comme une force fondamentale dont on n'a qu'une vague idée du potentiel. D'accord. Ces 3 choses, énergie atomique maîtrisée, vision éthérique, science du son, sont vues comme les catalyseurs qui permettront à ce nouveau groupe d'ancrer une nouvelle civilisation basée sur l'unité, la coopération. C'est une vision assez vaste, hein? Si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de fondamental de ce traité sur la magie blanche? Je crois que le cœur du message, c'est ce chemin d'évolution de la conscience. Un chemin exigeant, oui, avec ses pièges, comme l'astral, ses ombres à confronter. Le fameux gardien du seuil. C'est ça. Mais un chemin porteur de sens, qui mène, grâce aux outils méditation, service, discipline de l'identification à la personnalité séparée, vers l'expression de l'âme, l'unité, la conscience de groupe. C'est toujours ce mouvement du multiple vers l'un, de l'ego vers le tout. Et ce n'est pas juste une quête individuelle pour soi. Non, et ça, c'est peut-être le point le plus important. Ce cadre lie vraiment le développement spirituel individuel à l'évolution collective. De l'humanité de la planète même. Chaque effort compte pour le tout.
C'est l'idée, oui. Chaque victoire sur soi, chaque acte de service, chaque pensée juste contribue à élever la vibration de l'ensemble. Ça donne une responsabilité énorme, c'est vrai, mais aussi un potentiel incroyable. Devenir un agent conscient de transformation, co-créateur d'un avenir meilleur. Ce n'est pas fuir le monde, mais s'y engager différemment, depuis un autre niveau de conscience. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer qui vient de ces textes. On y parle des prisonniers de la planète. Mhm. Pas seulement les humains prisonniers de leurs limitations, mais aussi, de façon plus énigmatique, les vies qui animent les règnes animal et végétal. Eux aussi seraient emprisonnés dans leur forme, attendant une libération que l'humanité pourrait aider à déclencher. Notre rôle de pont encore? Exactement. Que l'humanité aurait une fonction libératrice envers ces autres règnes, en agissant guidée par l'intuition, la sagesse de l'âme. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, face à nos défis écologiques, sociaux, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement pour nous d'assumer ce rôle d'agent libérateur, comme l'esquisse cette perspective? C'est une question profonde, en effet, qui laisse matière à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.